Bonjour ou bonsoir et bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club, le podcast. Ce soir, c'était soir de gala à l'Emirates, soir de Ligue des Champions. Nos Gunners recevaient le Paris Saint-Germain et on n'osait pas trop le dire, mais la défaite était déjà un petit peu interdite au vu de ce nouveau, j'allais dire, cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Alors, pour m'accompagner dans ce débrief de match, dans le désordre, sans ordre de préférence, on a le petit nouveau, le petit dernier, Bastien. Salut Bastien. Hello tout le monde. Très joli pull. Oui, les gens ne le verront pas, mais très joli pull. Ça va, Bastien? Ça va en forme, surtout après cette victoire écrasante, je dirais. Oh, peut-être pas écrasante, mais belle victoire. Et on a, ça devient une habitude, on a un membre de la rédac, c'est plutôt cool. Avec nous, Louis. Salut Louis. Salut Raoul, salut Bastien, bonsoir à tous. Alors Louis, il a pas mis de pull Arsenal, il a pas mis de maillot d'Arsenal, il a mis une petite robe de chambre bien, bien Alors oui, sexy. malheureusement dans le nord il commence déjà à faire froid, l'été c'est terminé, Ouais, donc voilà. dans l'Est aussi, ouais. Mais là, du coup, j'ai pas eu le temps de me changer. Messieurs, bienvenue. Merci de m'accompagner dans ce débrief de match. Vous l'aurez compris, on a tous la patate parce que c'était un match qu'on attendait tous, je crois. Pas que le premier match contre Bergame n'était pas un test, mais là, c'était vraiment notre première à l'Emirates face à une équipe qui est censée être encore aujourd'hui un grand d'Europe. Et puis, eh ben, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, on va en débriefer. Sans plus attendre, messieurs, je vous propose d'avancer sur la composition du soir. On prend les mêmes et on ne change rien. Telle aurait pu être la définition de ce 11 de départ sorti par le coach Arteta, à savoir qu'il a reconduit exactement le même 11 de départ que le week-end dernier et de la victoire plus que poussive face à Leicester. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le match, on va quand même la citer. Dans les buts, David Raya. Défense à 4 traditionnelle, Timber à droite, Saliba Gabriel dans l'axe, Calafiori à gauche. Alors moi, je vais prendre position, messieurs, je vais vous parler d'un 4-4-2 et pas d'un 4-2-3-1 ou 4-5-1, un 4-4-2, avec un milieu avec Martinelli à gauche, Declan Rice et Thomas Partey dans l'axe, le capitaine Saka à droite et devant 9, 9 et demi, faux 10, on pourra en reparler après, avec le Belge Trossard et il aurait pu marquer Kyle Havertz. Alors, messieurs, vous avez probablement vu le match le week-end dernier face à Leicester. Vous avez probablement tremblé comme tout le monde a tremblé. Est-ce que il vous semblait logique que ce 11 soit aligné dans l'état ou est-ce que vous vous attendiez à des changements? Allez, Louis. Alors est-ce que je m'attendais à ce 11? Oui, honnêtement, on sait que Arteta est quelqu'un de, enfin, est un coach très pragmatique dans ses approches, dans son approche des matchs. La rotation ou le turnover, c'est peut-être pas, on le sait, sa plus grande qualité. Surtout qu'on a des joueurs sur le banc qui sont encore un peu en manque de rythme, comme on a pu voir ce soir, pardon, comme par exemple Gabriel Jesus, qui dans des grands soirs aurait pu prétendre une place de titulaire, mais en ce moment c'est compliqué. Donc non, personnellement, je m'attendais à ce 11-là. Est-ce que j'aurais aimé voir par exemple un Nwaneri, etc., qui a fait un top match en Cup la semaine dernière? Peut-être que oui, mais au final, je suis pas surpris par ce 11 et c'est le 11 qu'il fallait attendre. Ok, merci. Bastien? Mm. Bah, vu la première mi-temps de Leicester, on peut se dire que c'est logique. Je dis bien la première mi-temps, hein, Raoul. Ouais, non, mais Euh, la première mi-temps, oui, c'est logique. Et puis de toute façon, avec, oui, oui, pas de surprise. Franchement, pas de surprise. Je m'attendais à celui-là. Voilà, sans souci. ok, bah voilà, ça a le mérite d'être Mm. plutôt clair. Messieurs, rentrons dans le vif du sujet et puis parlons déjà dans un premier temps de cette première mi-temps.
Qu'en avez-vous pensé de façon générale? On va forcément, bien entendu, revenir sur les débuts que l'on a marqués, mais comment avez-vous déjà trouvé notre entame? Quelles étaient, d'après vous, nos intentions, pardon? Euh, voilà, la parole est à vous, messieurs. Allez, honneur au petit nouveau. Bastien, je te laisse la parole. Allez, c'est parti, je me lance. Moi, comment j'ai vécu la première mi-temps, j'ai trouvé que on a commencé plutôt sereinement en fait, où il y a eu quelques parties de billard au milieu de terrain, mais globalement, moi j'ai senti de la sérénité dans l'équipe. Dans le sens où on a commencé à mettre le bloc en place offensivement, défensivement, et puis les choses ont commencé les connexions ont commencé à se faire en fait dans notre bloc, toujours que ça soit dans la partie défensive ou offensive. Et puis j'ai trouvé qu'on était globalement dans la logique de ce qu'on produisait en ce moment. Tout s'est bien construit, j'ai trouvé, et puis ça a amené rapidement du coup le premier but. Donc moi j'ai trouvé qu'on était plutôt bien. On a retrouvé quelques joueurs. J'en rigolais en off en disant qu'on a retrouvé le vrai Partey pendant la première mi-temps, mais c'est vrai, quoi. On a vu un tout autre joueur, j'ai trouvé en première mi-temps. Le boulot de Havertz pour faire des petits focus comme ça sur les joueurs qui ont retenu mon attention. Havertz, juste boulot monstrueux devant. Et c'est logique qu'ils soient impliqués dans un but. Mais ouais, moi, je l'ai plutôt vécu comme ça. Il n'y a pas eu de zone de frayeur, il n'y a pas eu de zone de turbulence. On a monté notre première mi-temps pièce par pièce et puis ça a donné les deux buts rapidement au final. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Louis? Oui, bah pour rejoindre ce que dit Bastien, une approche très sereine, mais également, je dirais aussi très prudente. Mm. Parce qu'on, pour revenir un peu aussi sur le 11 parisien, le défi, à mon avis, de Paris, c'était de contrer un peu l'impact physique que nous, on allait avoir, surtout dans le milieu de terrain. Parce que bon, c'est peut-être parfois un milieu de terrain qui manque de jambes, mais c'est aussi un milieu de terrain qui, dans l'impact physique, peut être bah, fortement au rendez-vous. Et dans ce domaine-là, je pense que Luis Enrique savait qu'avec son milieu de terrain, il allait manquer d'impact physique. Donc, il a essayé de compenser ça, je pense, avec beaucoup d'activités, beaucoup de courses, notamment avec, bah, on le sait, avec Barcola, Hakimi sur les côtés, Nuno Mendes et Kang In-lee qui dézone beaucoup et avec beaucoup d'activités. On a vu un Arsenal qui est très serein, mais aussi très prudent sur les phases défensives. Pas forcément un énorme pressing, mais plutôt s'occuper à couper les lignes de passe et à resserrer les lignes. Donc on a vu un Paris Saint-Germain qui était beaucoup, quand même pas mal embêté avec le dispositif du 4-4-2. Comme tu l'as dit Raoul en introduction, je suis d'accord avec toi que là on est plutôt sur un 4-4-2. Ce qui donne peut-être aussi l'impression, comme disent les Anglais, qu'on parque le bus. C'est un peu ce qu'on nous reproche depuis quelques semaines. Mais je pense que c'est uniquement parce que notre animation défensive a un peu changé, qu'on a fortement resserré les lignes pour éviter justement de se faire déborder par des joueurs de vitesse. Donc on a été très prudent, on a été très serein et au final on a pris le dessus assez naturellement, on va dire, en termes de qualité et aussi de vitesse dans les transitions offensives. Je trouve qu'on a été très bon aussi dans les transitions offensives où quand on arrivait à passer le premier rideau du Paris Saint-Germain. Derrière, on arrivait à mettre beaucoup d'intensité dans les courses et beaucoup de danger. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Après, on sait qu'il y a aussi beaucoup de qualité du côté de Paris, notamment avec quelques actions avec Nuno Mendes, etc. en premier temps qui vient frapper le poteau. Mais non, c'était une bonne approche en première mi-temps et globalement, c'était une première mi-temps qui a été, je veux dire, très bien maîtrisée. Et, bah, et forcément, Arsenal sur les coups de pied arrêtés, après, ça fait mal et ça a encore fait mouche. Euh, alors, je vous donne mon avis. Moi, je le trouve très sur la retenue quant à notre, comment dirais-je? Si je devais donner un qualificatif sur cette première mi-temps et sur le projet qu'Arteta a demandé à ses joueurs, hein, moi j'aurais un superlatif ou un adjectif plutôt, ce serait ambitieux. Parce que je nous ai trouvé, vous parlez de prudence, etc., de milieu de terrain. Moi, je nous ai trouvé très ambitieux dans le jeu et c'est là où moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette première mi-temps-là, c'est que j'ai trouvé que on est allé les chercher très rapidement et très haut.
Généralement, si on parle de prudence ou de choses comme ça, on a déjà vu nos 11 joueurs dans notre surface, dans notre milieu de terrain, dans notre partie de terrain. Alors que là, je nous ai trouvés très très haut dans la volonté d'aller presser les Parisiens, parce que les Parisiens, on savait que l'une des difficultés, ça peut être aussi la profondeur, même si Dembélé n'était pas là, il y avait quand même Barcola Mm. bah, qui peut quand même faire très très mal. Et le côté droit avec Hakimi, où moi j'ai bien aimé son activité. Mais donc du coup, ouais, moi, on a probablement vu le même match, mais alors peut-être que c'est l'euphorie de la victoire qui me fait dire ça. Mais moi, je nous ai trouvé très très ambitieux dans la volonté d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, si on prend le début de match, avant le premier but. Dans les 10 premières minutes, deuxième, quatrième, neuvième, il y a eu déjà des phases de jeu où on était relativement haut. Alors deuxième, Mm. Averse est hors jeu, donc bon, on va dire que ça compte pas, mais dans la construction, dans les intentions, je trouvais déjà que c'était super intéressant. Quatrième minute, il y a cette ouverture de Raya. Alors Mm. voilà, très belle ouverture de Raya, je le dis, notez-le. Hein, Ouais. Ouais. non mais alors autant j'ai apprécié le jeu le jeu long de Raya au pied, autant messieurs il faut aussi souligner dans ce genre d'action-là l'appel de balle de Martinelli Oui. Oui, tout à fait. qui part du côté gauche, qui rentre, qui longe la défense de Paris qui est alignée pour aller chercher la profondeur. Et dès lors, la sortie de Donnarumma, pardon, elle est bonne, mais il en manque pas. Si Martinelli a des chaussures aussi grandes que les gants de Raya, il la touche et ça peut faire une vraie occasion. Et à la neuvième, je suis en train d'essayer de relire mes notes que j'ai prises et c'est des pattes de mouche. Ah oui, il y a Saka qui est côté droit et qui enroule, mais il y avait beaucoup de personnes dans la Oui. surface. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé dommageable sur cette action-là, c'est qu'il en oublie Timber qui avait dédoublé dans son dos. Oui. Et je pense que la solution, elle était de décaler Timber pour aller chercher un centre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en Ligue des Champions, voir Arsenal en moins de 10 minutes être assez offensif, très offensif sur trois actions différentes, c'est pas tous les jours qu'on peut le voir, et encore moins sur des équipes dites à fort potentiel d'être dans les 8 premiers directement qualifiés. Est-ce que vous me trouvez peut-être trop emballé et trop euphorique sur cette analyse-là, ou est-ce qu'à un moment donné, vous arrivez quand même à me rejoindre? Moi, je trouve que, alors sur la partie ambitieux, tu peux très bien laisser le ballon à Paris et ça peut être une ambition. Après, tu vois, effectivement, moi, je suis d'accord que, par exemple, on a, alors je trouve qu'on a plutôt laissé le ballon à Paris. Je pense que c'était voulu, notamment quand Paris était dans son camp. Et là, on a été très bon dans le pressing. C'est, comme tu l'as dit, c'est que dès qu'il passait la ligne médiane, et notamment sur les seconds ballons, où là, on a été très bon sur le pressing, et le milieu Mm. parisien a eu beaucoup de mal à récupérer le ballon. Donc, pour moi, oui, on a été ambitieux, et l'ambition, ça a été de dire, bah, on laisse le ballon à Paris, et dès qu'il passe la ligne médiane, on récupère les seconds ballons, ou on les presse directement pour éclater en contre. Je pense que c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui a fonctionné sur la première mi-temps. Enfin, on l'a vu, la plupart des occasions, ça a été sur des bons mouvements et surtout sur des bonnes récupérations de notre milieu de terrain avec le tandem Partey-Rice qui a été très bon ce soir. Donc, non, ambitieux, oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, il y a plusieurs sortes d'ambitions. Tu vois, je pense que laisser le ballon à Paris a été une ambition qui a fonctionné. Ouais, moi, je parlais vraiment d'ambition d'aller chercher le Mm. ballon haut parce que j'ai trouvé dans cette première mi-temps que notamment Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi un petit peu moins, étaient quand même relativement en difficulté parce qu'on sait que Paris, Ouais. c'est une équipe qui aime quand même ressortir proprement de derrière. Et moi, sur plusieurs phases de jeu, j'ai quand même vu, pour le coup, une ligne de 4 avec Saka, Trossard, Havertz, Martinelli et Mm. Rice Partey venir presser très très haut et être dans une phase de jeu où Paris est censé lancer cette phase de jeu. On avait les 6 qui étaient dans les 30 derniers mètres parisiens. C'est Ouais. c'est là où moi je parle d'ambition. Alors je suis d'accord avec toi pour peut-être que mon terme n'est pas trop bon parce que une ambition, un projet de jeu, ça peut être de laisser la balle, mais là j'avais vraiment l'impression qu'on avait l'ambition d'aller
récupérer rapidement le ballon pour aller les chercher euh, plutôt haut. Et après, on sait, bah, c'est une vérité complètement absolue, que une équipe adverse, elle est moins dangereuse quand elle est dans ses 30 derniers mètres que quand elle est dans nos 30 derniers mètres à nous. Bastien, tu en penses quoi de cette, je vais pas dire analyse, ça serait très ambitieux de ma part, mais de ce point de vue, on va dire. Justement, au contre-pressing, quand on était plutôt en bloc haut, sans ballon, on avait la volonté, et là je te rejoins, d'aller les chercher haut, et on voyait que le 4-4-2, entre guillemets, à plat, se transformait plutôt en 4-4-2 losange, avec un Rice qui venait justement dans les 30 derniers mètres. Il venait coller le petit, le jeune Parisien en 6 là, Mendes, c'est ça? Il venait Neves, il y vraiment, avait Neves, Neves, Vitinha et Neves. Zaïre Emery dans le milieu, Neves, ouais. ouais. Neves, bah, il venait vraiment le chercher et partait, venait vraiment s'intercaler, vraiment, limite en dessous de lui, quoi, pour venir combler l'espace. Et moi, je l'ai senti vraiment comme ça. Il y a même des fois où j'ai l'impression que ça a été préparé, ça. Et je pense, et là, je te rejoins, Raoul, dans le sens où je pense qu'il y avait une volonté de bloquer au moins des lignes de passe, ou alors, en tout cas, il y avait des zones qui étaient ciblées, des zones presse qui étaient bien déterminées et bien ciblées, notamment Pacho. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines fois où il a voulu casser la ligne et pas jouer avec son latéral, bah, c'était vite récupéré, quoi. Vite récupéré. Ouais. Donc, Et du coup, alors j'ai cité trois actions dans les 10 premières minutes, mais il y en a une minute avant le but également. Alors après, je ne veux pas rentrer dans toutes les actions qu'on a eues parce qu'il y en a des actions, en tout cas des phases offensives qui étaient assez intéressantes, mais une minute avant le but que l'on marque et sur lequel on va revenir ensemble, à un moment donné, il y a un débordement d'Averse qui centre et qui ne donne rien. Mais ce débordement, encore une fois, sur ce genre d'action-là, c'est comme l'appel de Martinelli, le débordement d'Avert, son appel de balle sur le côté droit où il longe toute la défense pour aller chercher lui l'appel de balle sur le côté droit à la place de Saka ou de Timber, c'est ce qui crée la différence et c'est là où moi je trouve que Havertz prend une ampleur de plus en plus importante parce que ce mec, vraiment, je le répète, alors il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais il pue le foot, quoi. Alors après, il a peut-être pas, je crois, le physique de l'attaquant etc. Mais vraiment, vraiment, il faudrait un jour avoir une caméra isolée sur ce joueur. Et du coup, ma transition est toute trouvée puisque, messieurs, 20e minute de jeu, on ouvre le score. Qui a envie de me décrire, de nous décrire du coup ce but, et sachant que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, pardon, Trossard, quel travail, etc., etc. Alors oui, Trossard fait un excellent travail. Vers, ça lui mérite quand même d'être là et d'aller au duel avec Donnarumma. mm. Qui s'y colle? Bon, Louis, si tu veux allez, ouvrir le bal. je vais y aller. Oui, bah, le but, effectivement, il vient de Trossard. Excellent déplacement d'Havertz qui se faufile vraiment entre les deux centraux parisiens. Son appel, il est excellent parce qu'on voit que ni Marquinhos ni Pacho bah, ne le suivent au final. Et puis, il est dans la bonne zone au bon moment. Le ballon est très bien en termes de timing. Et puis après, bah, Donnarumma, on sait qu'il est en difficulté sur son jeu aérien. Et Havertz, il a aussi alors c'est une chose qu'on dit peut-être pas assez, pourtant c'est assez évident, mais qu'est-ce qu'il est grand, Havertz en fait. Mhm. Mais on le voit alors je l'ai revu sur le ralenti, mais la détente qu'il a sur le but, elle est assez impressionnante avec ses grandes jambes, il saute très très haut et Mm. Donnarumma, il est en difficulté sur le jeu aérien, donc il se fait prendre assez facilement, mais oui, son appel, il est excellent, surtout qu'il part de loin. C'est quand Ouais. même une grosse erreur de la défense parisienne, mais il se déplace très bien, et il fait l'appel dans la bonne zone et le ballon est mis aussi dans la bonne zone. Donc après, Havertz n'a plus qu'à mettre sa tête en opposition et puis c'est but, quoi. Mais l'appel est super intelligent parce qu'il se met finalement entre les deux défenseurs, il va pas se coller ni à l'un ni à l'autre, et que du coup, en fait, tu as un peu cette impression où ah putain, je croyais que c'est toi qui. Pardon. Marquinhos qui dit à son pote ah, mais je crois que c'est toi qui le couvrais, et inversement. Donc, dans le déplacement, l'appel de balle, il est juste excellent, vraiment. Après, le centre de Trossard a le mérite de tomber là où il faut. Et puis après Trossard, c'est vrai qu'avant de centrer, je vais pas parler de festival, mais fait ce qu'il faut pour se démarquer, crocheter et être en position de centre. En tout cas, ces 20 premières minutes, Bastien, Mm. viennent récompenser.
je trouve, une maîtrise de la part d'Arsenal, même si on n'avait pas 100% de possession de balle, mais je veux dire, on avait une vraie maîtrise de jeu, puisque au moment où on marque le 1-0, Paris je crois, n'a eu aucune frappe au but, n'a eu aucune occasion, quelques peut-être débordements côté Barcola ou Hakimi, mais vraiment sans trop d'inquiétude de notre côté. Et du coup, on se dit, ouais, bah, ça part bien. Et puis, après, c'est toujours pareil, mais encore quelque chose de très trivial. Mais quand tu mènes 1-0, bah, tu sais que même si tu en prends un, au pire, tu es à match nul. Déjà, t'es pas mené. Donc, c'est plutôt rassurant. Et moi, j'avais une crainte à un moment donné, vraiment, c'était que on domine, mais qu'on n'arrive pas à aller mettre ce premier but, tu sais, où tu dis, ouais, il manque vraiment ce petit truc pour te libérer et puis pour te soulager aussi, quoi. Donc, du coup, bah, moi, je trouve que ça récompense 20 premières minutes d'un niveau assez satisfaisant et impressionnant et un niveau de Ligue des Champions. Est-ce que là, je m'enflamme encore une fois, messieurs, ou est-ce que vraiment ce but est logique tant on était très bien en place et on avait déjà eu des occasions par avant? Ouais, tout à l'heure, Louis, il a parlé de profondeur de jeu et j'ai trouvé que Havertz, déjà sur son but et dans toute la partie, il nous a apporté justement cette profondeur de jeu, dans le sens où on pouvait le trouver en pointe haute, en point haut, il calait les ballons, il a pris je sais pas combien de ballons de la poitrine, il a calé, il a redistribué, il a dévié, enfin bref, il a vraiment joué comme un pivot et moi j'ai trouvé ça super intéressant, mais il a aussi cette faculté de poser le ballon et d'aller provoquer. Donc, je trouve que la première mi-temps, bref, tout son match a été vraiment une réussite. Et Hmm. sur le but, je trouve qu'il apporte justement cette profondeur. Il arrive à garder cette distance avec les défenseurs qui fait que ça crée de la confusion entre les deux centraux. Les deux centraux, ils ne savaient pas s'il fallait être au marquage, à la culotte, entre guillemets, sur Non, mais lui. il a Ou une alors vraie vraiment, intelligence. Il a une vraie intelligence de placement, hein, vraiment. les deux défenseurs étaient à distance et en plus de ça, étaient sur le reculoir. Donc, en fait, lui, il avait toutes les cartes en main pour avoir le bon timing et juste ajuster Donnarumma pour faire un petit focus sur Donnarumma et je le laisse tranquille après. Clairement, ce but-là, le timing d'Avert est juste magnifique et il fait ce qu'il faut. Le ballon de Trossard est magnifique. Par contre, il y a aussi une énorme boulette de la part de Donnarumma, hein. On n'en parle pas, mais un gardien dans ses 6 mètres comme ça, je Bon, suis lui, on a désolé. quand même parlé, puisqu'il a dit qu'il était en difficulté dans les phases aériennes et que du coup, il s'est fait prendre dans sa difficulté. Mais moi, Ah, mais moi, c'est messieurs, me le plus sur le deuxième but où on va y venir. Mais alors, même si ça vient vite, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est un mode passoire quand même, quoi. Euh, dans... Soulignons quand même que Paris va avoir aux alentours de la 30e minute de jeu sa première frappe. C'est une frappe de Mendes ouais, qui ouais. passe pas très loin du poteau. Et 2 minutes après, on a Hakimi qui prend le dessus sur Calafiori et qui arrive à centrer, mais Raya la détourne en corner parce que bon, il bloque l'angle et puis voilà. Il n'y avait pas plus côté parisien à se mettre en première mi-temps. On va rapidement parler de ce deuxième but, messieurs, parce qu'il faut en parler. Euh, il- Louis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a une petite touche Nicolas Jaubert quand même là. Ah oui, ah bah, c'est même plus qu'une petite touche, c'est une énorme touche. C'est-à-dire que je commence à me demander en fait comment Nicolas Javert fait pour préparer ses matchs, comment il arrive vraiment à rentrer dans la tête du gardien, à se dire, OK, les coups de pied, les coups de pied arrêtés, on va les jouer comme ça parce que lui, il est en difficulté. C'est-à-dire que enfin, les coups francs au premier poteau, j'ai pas le souvenir que ça soit quelque chose qui soit assez redondant dans la façon de jouer d'Arsenal. Et là, c'est clairement une zone qui a été ciblée par Saka. C'est pas un coup franc qui est raté. C'est une zone qui est ciblée parce qu'en plus, on voit tous les joueurs d'Arsenal qui font cette course directement vers le premier poteau. Et on voit Donnarumma qui Mm. est complètement, qui est complètement attentif sur sa ligne et qui est complètement spectateur et qui ne peut rien faire. Alors sur les corners, c'est assez courant qu'on voit des courses comme ça. Par contre, sur les coups francs, souvent on va chercher plutôt le deuxième poteau. Et là, on voit vraiment une zone qui est ciblée avec des joueurs parisiens qui sont en plus très très loin des joueurs d'Arsenal. Si on fait un petit screen au moment où le ballon rentre dans le but, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a 4-5 joueurs d'Arsenal qui sont premier poteau devant Mm. Donnarumma et les joueurs parisiens, ils sont tous derrière les joueurs d'Arsenal. Il n'y a personne qui suit, il n'y a personne qui couvre.
Et là, comme disait Bastien, c'est pareil, c'est encore une erreur de Donnarumma, une Oui, erreur de placement, une erreur de placement, mais c'est terrible pour Donnarumma parce qu'il est capable d'alterner entre le bon et le moins bon, et on a le sentiment Mm. que c'est un gardien qui ne progresse pas depuis 5 ans, en fait. Le jeu aérien, ça fait 5 ans où on sait que c'est son défaut, et ça fait 5 ans où bon, on a tous les ans en Ligue des Champions ou même en Ligue 1, ben, on a un joueur qui a un gardien qui est en difficulté. Donc après, non, voilà, sinon ça vient récompenser on va dire une fin de deuxième mi-temps plutôt maîtrisée, même si le Paris à ce moment-là avait eu quelques phases de jeu, tu l'as dit, en première mi-temps. Donc bon, c'est un score, on arrive à la mi-temps avec un score plutôt logique au final. Au premier poteau, là, il y a Barcola qui est au marquage de Havertz. Et il y a Partey et Gabriel qui sont tout seuls. Et il y a juste Marquinhos pour les contrer. oui, Donc non, on se mais rend compte que d'une, il y a une erreur de marquage. Et de deux, il y a une erreur d'appréciation de Donnarumma. après, alors déjà, Mm. oui, alors déjà, la balle, elle arrive très Mm. très vite. Mm. La probabilité que personne ne touche ce ballon-là, parce ça traverse quand même 5 ou 6 joueurs, donc Ouais. ils ont chacun 2 jambes, donc ça traverse entre, entre 10 et 12 jambes, donc ça vient très vite. Néanmoins, Mm. euh, Donnarumma, il doit à minima la toucher. Il doit, je sais pas, demander à Raya ses gants de Mickey, pour reprendre l'expression de, de Mechad. Mais il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Paris doit mieux défendre. Donnarumma doit faire mieux. Après, nous, clairement, on va pas s'en Non. priver. On voit que c'est bossé. C'est pas le plus beau des buts, mais voilà. Et du coup, ce qui fait plaisir, et on voit vraiment quels sont les leaders d'attaque depuis le début de la saison, Havertz, Saka, qui sont de nouveau tous les deux buteurs. On aura à la fin de la première mi-temps encore un centre de Saka pour Trossard, et après, du coup, Louis, tu l'as bien, très bien dit, on rentre au vestiaire sur le score de 2 buts à zéro, et puis clairement, on prend, et allez, petite confidence auprès de nos auditeurs, on se dit, on écrit tous, pas de Leicester bis, quoi. Parce que Leicester, on menait 2-0 aussi à la mi-temps, on fait une entame de match de deuxième mi-temps qui est dégueulasse. Et puis, euh, et puis voilà. On va, messieurs, parler très rapidement de la deuxième mi-temps parce qu'il y a quelques faits de jeu sur lesquels j'aimerais qu'on revienne ensemble. Mais finalement, de toute façon, tout le monde connaît le score au final puisque c'est 2-0, donc il n'y aura pas eu d'autres buts. Va revenir très rapidement sur la deuxième mi-temps, sur les changements, sur un ou deux faits de jeu. Notamment, messieurs, j'aimerais vous entendre sur cette magnifique action conclue par Martinelli d'une reprise de volée que Donnarumma arrête, mais où je trouve que c'est le jeu sur je trouve que la phase de jeu, elle est juste magnifique. Parler peut-être des changements, notamment le premier à la mi-temps. Revenir sur penalty, pas penalty, très rapidement. Et puis après, j'aimerais que on puisse analyser deux, trois autres sujets ensemble avant de clôturer ce podcast. Et en parlant de changement dans la deuxième mi-temps, messieurs, petite frayeur, on n'a pas trop d'infos, Louis. Je sais que toi, tu es un fan des réseaux sociaux. Il n'y a pas trop d'infos pour l'instant sur Timber. Donc oui, donc Timber à la mi-temps laisse sa place pour Kivior. Vu le match qu'il a fait en première mi-temps, on se doute que c'est clairement pas un choix tactique du coach. Donc on présume une blessure. Louis, tu as vu passer des choses déjà un petit peu ou pas encore? Alors pour le moment, non. Mais je pense que ça va pas tarder. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est un peu étrange quand même cette sortie parce qu'il avait pas l'air en souffrance physiquement, on va dire. On n'a pas vu d'alerte. Donc, est-ce que c'est du pur coaching, on va dire du pur management? Parce qu'on sait que Timber revient aussi d'une grave blessure, ça faut aussi l'ajouter. Il a été blessé toute la saison dernière. Est-ce que Arteta ne veut pas prendre de risques? Est-ce que c'était un remplacement qui était prévu? Est-ce qu'il avait prévu de laisser que 45 minutes à Timber? Peut-être. On verra. Je pense qu'on verra dans les jours à venir. Mais bon, effectivement, c'est un peu inquiétant parce qu'on espère tous d'enfin avoir des latéraux qui puissent rester fit toute la saison. Donc on verra si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Et puis on croise les doigts en tout cas. Ouais. Et alors, après coup, c'est toujours plus simple d'en parler. Mais est-ce que l'entrée de Kivior, sachant que
présumons que Timber était blessé, est-ce que le choix de Kivior plutôt que de Lewis Kelly vous a étonné ou vous a semblé logique? Sachant que, expliquons que Kivior a pris le côté gauche et que Calafiori a pris le côté droit. Donc Lewis Kelly aurait très bien pu prendre le côté gauche. Est-ce que il y a une notion de hiérarchie, il y a une notion d'expérience? Est-ce que Moi, je pense qu'il y a plus une notion d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que on va dire, le jeune a les compétences, hein, on se doute pas de ça. Mais par contre, dans ces rendez-vous-là, surtout avec un adversaire il y a quand même des côtés qui allent à 800 000 à l'heure, on se dit que bon, un petit coup d'expérience, un peu de vis dans ces moments-là, ça fait pas de mal, surtout qu'on menait déjà 2-0. Je me dis qu'il a préféré privilégier Kivior, puis il y a aussi question de hiérarchie un petit peu, mais plus d'expérience que de hiérarchie pour moi. ok. Louis? Ouais, non, je suis plutôt d'accord aussi. Peut-être que c'était un peu trop d'un coup, on va dire, Mm. pour Lewis Kelly qui a connu que sa première titularisation la semaine dernière. Donc non, je pense que le choix Kivior était plutôt logique, même si de cœur, on aurait voulu tous voulu voir Lewis Kelly, mais après, à voir selon l'état de Timber aussi contre Southampton, est-ce qu'on verra peut-être Lewis Kelly du coup contre Southampton? Ça, c'est une autre question si Timber n'est pas fit. Mais non, le choix de enfin le choix de Kivior est, on va dire, plutôt logique, même s'il fait pas une rentrée extraordinaire, le choix est plutôt Ouais. logique. Pour ça, je disais qu'après coup, c'est toujours beaucoup plus simple. Euh, Moi, je pense vraiment que l'expérience a primé parce que en face de Kivior, il y avait quand même Hakimi Mm. qui, en première mi-temps, a quand même essayé de prendre plus d'une fois son couloir et qui a mis un Calafiori en termes de vitesse en difficulté à deux, trois reprises. Et moi, je trouve que Kivior, la vitesse n'est pas son point fort. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, Ouais. Lewis Kelly avait cette vitesse-là. Donc, je pense que c'est vraiment une notion comment dirais-je, ouais, d'expérience dans le placement en se disant peut-être qu'il est encore trop jeune. Mais ça serait bien qu'un jour, cette impression change chez le coach parce que je pense on a des futures pépites et que Mm. il est grand temps de les faire, de leur faire confiance. Messieurs, je vous disais rapidement, j'aimerais qu'on revienne sur cette action de la 51e minute qui se conclut par une frappe de Martinelli, beaucoup trop axiale du coup et qui permet à Donnarumma de la stopper. Mais, euh, mais quelle action! C'est le foot qu'on aime voir. Est-ce que vous voyez déjà de laquelle je parle? Ouais. Oh, Récupération haute de Partey. 1-2 avec Saka Havertz qui pique dans l'axe et qui fait un petit par-dessus, parce que le ballon est topé un peu. Il fait un petit par-dessus la défense centrale et Martinelli arrive à 800 000 à l'heure. Il met une frappe envolée pied gauche. Et celle-là, ouais, ça sentait le football, Raoul, celle-là. Bah ouais, je veux dire, c'est quand même. C'est le genre même de façon générale, quand tu regardes un Ouais, match de foot, c'est le genre d'occasion qui te fait lever ton canapé quand même, quoi. ouais, Et quand c'est l'équipe que tu supportes qui produit ce genre de jeu-là, c'est plutôt satisfaisant. N'est-il pas, Louis? oui, elle aurait mérité d'aller au bout, hein. C'est ça, je Ouais, pense que rien que pour la beauté du football, elle aurait mérité d'aller au bout. Après, on sait, on a des joueurs dont les qualités premières sont peut-être justement de combiner dans les petits espaces. Donc, quand ça déroule comme ça, forcément, c'est un régal. Et on a vu tout talent d'inverse aussi sur cette action-là, même sur tout le match, hein, pour tenir les ballons, pour contrôler dos au jeu, etc. Et pour se retourner. Je pense qu'il a fait très très mal à la défense parisienne. Donc, ouais, on aurait tous voulu qu'elle soit dedans. Et pour la beauté du football, elle aurait dû être dedans, même, j'aurais envie de dire. exactement. Je vous le disais également que je trouve que la deuxième mi-temps, même si voilà, elle a le mérite d'exister, était peut-être un peu moins intéressante que la première. Juste passer rapidement en revue tous les changements qu'il y a eu pendant cette deuxième mi-temps. 64e Partey qui laisse sa place à Merino. Plutôt très surpris pour ma part de voir Merino rentrer pour plus d'une demi-heure de jeu. Ouais. Messieurs, vous surpris également? Ouais, moi, ça a été mon premier réflexe. J'ai été très surpris de voir Arteta lui donner autant de jeux d'un coup. mm. D'ailleurs, il fait quand même pas une rentrée extraordinaire en termes de rythme, on va dire. Il a Ouais, mis mais un peu de compliqué quand temps. même, hein. Moi, je trouve que c'est compliqué pour lui, hein.
Il a mis 10-15 minutes quand même à se mettre dedans, ce qui est logique, hein. On se dire, c'est un joueur qui n'a pas fait de prépa avec nous et qui est blessé depuis son arrivée. Mais en termes ouais, en termes de rythme, même en termes de déplacement, je le sentais un peu au trop, un peu en footing parfois. Donc, Mm. ouais, en termes de rythme, bon, après, comme je l'ai dit, c'est normal, mais bon, voilà, un peu étonné de le voir 30 minutes, mais peut-être que ça nous présage une première titularisation contre Southampton. Et pourquoi pas un premier trio, Merino, Rice, Nwaneri, qui serait un milieu de terrain fortement équilibré sur le papier et qui serait plutôt pas mal. Pourquoi pas. Ouais. Ouais, rapidement, Bastien, l'entrée de Merino, En- t'en as pensé quoi? encore un rodage, mais après, je pense que sur certaines phases de jeu, il a un peu joué à l'expérience, hein. On en parlait d'expérience tout à l'heure pour Kivior, Merino, je pense qu'il a roulé sa bosse et sur certaines phases, il n'était pas en canne, pas prêt à faire des efforts. Par contre, il l'a joué un peu à l'expérience. C'est pour ça qu'on l'a vu en place, pas forcément à faire des déplacements de dingue avec des déplacements de fonction, etc. Mais non, non. Je pense qu'il a fait le minimum vital, mais c'est vrai qu'au niveau du temps de jeu, j'ai trouvé ça aussi un peu gros, un peu beaucoup d'un coup. Ouais, parce que Mais si Partey était rincé, bah, si le hmm, changement venait d'une baisse de régime de Partey, parce qu'il a quand même fait un très gros match, hmm, soulignons-le quand même. oui, Il fait pas forcément partie des focus que j'aimerais faire, mais je pense qu'il faut quand même souligner, parce que quand il est pas bon, on le dit, que Partey a fait une heure hmm, de jeu vraiment très très intéressante. Et il est vrai que si tu dois remplacer Partey dans un match comme ça, moi j'aurais plutôt tendance à mettre Jorginho, qui a le hmm. rythme, plutôt que de mettre Merino, qui est vraiment, c'est son premier match officiel avec nous depuis sa signature. Donc c'est la 64e. 65e, il y a ce fameux corner où Neves la met sur la barre. Petite frayeur quand même, mine de rien. On n'a pas l'habitude d'être bousculé sur coup de pied arrêté. Et en plus, il la joue très très bien. Franchement, c'est son extérieur du pied, il est vraiment bien vu. Mhm. Voilà, c'est pour Paris, ça mérite pas plus d'explications. 73e, Trossard qui laisse sa place à Gabriel Jesus. Et messieurs, j'en parle pas maintenant parce que j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur Gabriel Jesus juste après, pardon. 78e minute de jeu, messieurs, votre avis, y a-t-il penalty ou pas? Bastien, la main de Calafiori, non, mais non, penalty ou non, pas? non. Pour moi, je siffle pas penalty. D'une Parce que tu es parce que, supporter d'Arsenal. non, 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 mais non, franchement, hein, franchement, il faut. Oui, il y a les caméras aujourd'hui, mais il y a un moment, il faut laisser un peu de bon sens. On voit bien que il essaye de retirer la main. À la vidéo, on voit bien que le ballon vient un peu vite. Euh, il essaye de retirer la main. Le bras est limite collé. Bon, il décolle. C'est pas comme s'il il se baladait en l'air, le bras. Là, il est dans. Moi, je siffle pas, Ok. en toute objectivité. Ouais, objectivité, j'y crois pas trop, mais ok. Louis? Non, moi je serais tenté de dire aussi pareil que je la siffle pas parce que, alors effectivement, il y a pas volonté on va dire, d'augmenter la surface de contact, hein, comme disaient les journalistes. Mais et puis en plus, le ballon ne va pas vers le but, hein. Enfin, le ballon ressort carrément de la surface d'Arsenal. Il va du but vers le camp de Paris. Donc, il est pas, le ballon ne part pas du tout dans une zone dangereuse. Donc, bon, non, je siffle pas non plus. Mais enfin, ces règles de la main, je suis toujours un peu perdu parce que les règles changent tellement souvent qu'au final, avant, on disait on siffle tout. Maintenant, on dit oui, mais on siffle que quand il augmente pas la surface de contact. Mais à quel moment il augmente la surface de contact, etc. Donc, c'est toujours. Par exemple, une main comme ça, je suis pas sûr qu'en première ligue, l'arbitre ne revienne pas sur la VAR, par exemple. Donc, moi, je la siffle pas, mais je pense qu'il y a des arbitres qui pourraient la siffler. Alors oui, Ok, tu la siffles, toi? alors, pour moi, 1000%, je siffle. Ah ouais? Ouais. Alors là, du coup, en toute objectivité, vous doutez bien. Mais oui, parce que le bras n'est pas collé au corps, parce que son mouvement de corps n'est pas bon, parce que le bras permet d'arrêter le ballon, même s'il ne va pas vers le but, etc. Alors après, je suis très content. Mais en tout cas, sur cette phase de jeu-là, je trouve qu'on s'en sort très très bien. Parce que, et je suis d'accord avec toi, Louis, par contre, en PL, c'est penalty à chaque fois. Ouais, je Et, pense. et là, par contre, c'est pas une question de les arbitres nous aiment pas, hein. Je pense qu'en PL, déjà, l'arbitre a fait un très bon match, je le trouve. Mais moi, je trouve que je pense qu'il y a penalty. Je dis pas que je pense qu'il aurait dû être sifflé, hein, mais je pense qu'il y a penalty. Que s'il y a penalty, on peut pas crier au scandale. Et en plus de ça, si
L'arbitre va dans son raisonnement jusqu'au bout. Calafiori prend un deuxième jaune. Et là, c'est plus la même fin de match. Parce qu'il avait juste pris un jaune un tout petit peu avant en se prenant la tête. Ouais, je trouve que c'est deux avec Ruiz, je crois. Je Oui, trouve que d'ailleurs, c'est. son premier carton enfin, pour le coup, l'arbitre n'avait pas besoin de lui mettre un carton, on va dire. Autant sur la main, bon, à la limite, j'aurais peut-être compris si sifflait penalty qu'il lui mette un jaune, mais sur son premier jaune, c'est pas non plus, Bon, l'avantage, c'est le, qu'il le met aux deux, tu vois. Et je crois que ouais, ça calme les esprits. Mais comme quoi, Ouais. des fois, les matchs se jouent pas à grand-chose. Et dans la chronologie, dernier remplacement, bah, vraiment pour le fun, Lewis Kelly qui remplace Saka, 92e. Bon, bah, c'est cool. Par contre, depuis quand il y a quatre changements possibles, quatre phases de changement possibles, Louis? je sais pas, c'est comme la main. Franchement, la règle change Ouais, tellement souvent pour les ça aussi, changements c'est que vrai. je n'arrive plus à suivre. Avant, c'était quatre changements, maintenant, c'est quatre changements en X phases. Alors maintenant, combien on a le droit de phases de changement, je ne sais pas. Bah, la dernière, c'était cinq changements possibles en trois phases. Ouais. Et là, du coup, il y a quand même eu quatre phases. J'ai beau les compter comme je veux, il y a quatre phases. Et en tout cas, j'étais pas au courant de cette nouvelle règle. Eh ben, peut-être que la règle a rechangé. Ouais, peut-être, ouais. Messieurs, je vous propose des petits dossiers comme ça. Le premier dossier, allez, je commence par le plus déplaisant. Gabriel Jesus. Aïe, aïe, aïe. Alors, je lance un petit débat. Alors, on sait qu'il n'est pas fit, on sait qu'il n'est pas en confiance. Ok, certes, aucun problème. Il fait une entrée. Bah, les dernières entrées qu'il fait, elles sont pas ouf. Mm. On voit un Gabriel Jesus qui veut absolument faire tout le temps la différence, Mm. seul, un peu compliqué. On a tous vu cette vidéo, comment ils appellent ça, benchcam, la vidéo qui est focus sur le banc de touche où on met le 3-2 et où Gabriel Jesus allait rentrer et complètement, j'allais dire, désintéressé du but, qui est quand même plutôt salvateur pour nous. Euh, y a-t-il un cas ou un dossier Gabriel Jesus qui commence un petit peu à s'embraser? Euh, Allez, je donne la parole à l'expérience, à l'ancienneté dans l'assaut. Louis. Pardon, j'étais mute. Ouais. Euh, alors, est-ce qu'il y a une question, je ne sais pas si, enfin, si la question est déjà posée, mais en tout cas, je pense qu'elle a le mérite de plus en plus d'exister. Parce qu'effectivement, comme tu dis, ces dernières prestations posent quand même beaucoup de questions sur son état physique, mais aussi sur, on va dire, sur son niveau de confiance. Moi, je pense qu'on est en face d'un joueur dont la condition physique n'est vraiment pas optimale, et ce depuis sa blessure qui lui a fait manquer la Coupe du Monde au Qatar. Je pense que sa blessure au genou l'a fortement handicapé, et il disait même juste avant la reprise de la saison que qui ne jouait pas un seul match de football sans avoir mal au genou, sans avoir des infiltrations, sans avoir de l'eau dans le genou, etc. Donc je pense que ça, la condition physique est problématique, et on voit que c'est un joueur, quand on regarde son body language sur le terrain, on voit que c'est un joueur qui veut absolument marquer justement pour effacer les doutes, mais il n'y arrive pas. On l'a vu contre Leicester sur le dernier but, contre Leicester sur dernier but d'Havertz où il essaie de la jouer tout seul. Bah, Mhm. clairement, c'est pas la bonne décision. Ce soir encore, il fait des choses sur le terrain et on voit que c'est pas la bonne décision. On sent qu'il veut être décisif, mais ça fonctionne pas parce qu'il manque de jambes, il manque de confiance et des gestes qu'il aurait réussi, enfin, il y a encore quelques mois. Et en plus, sur les réseaux sociaux, j'ai revu passer il y a pas longtemps, je crois que c'était son but il y a 2 ans quand il marque justement aussi je crois que c'était contre Leicester en tout début de saison, où il fait un espèce de lob quand il est au premier poteau et lobe le gardien sur une frappe un peu magnifique, un petit ballon piqué au deuxième poteau, et on voyait vraiment un réseau qui avait les jambes pleines de vivacité, excellent dans les petits espaces, etc. Donc ouais, je pense que il va y avoir un petit cas Gabriel Jesus, surtout si on a Havertz qui prend définitivement le poste d'attaquant de pointe. Ouais, je crois qu'il l'a pris, Louis, hein, vraiment. Ouais, je pense que la question c'est quel avenir pour Gabriel Jesus, quoi. Alors j'étais en train de regarder les sous contrats jusqu'en 2027.
Si je dis pas de bêtises, donc ça lui fait encore un peu de contrat. D'après ce que j'ai lu, le board essaie toujours de prolonger les joueurs qui arrivent à minimum à 2 ans de la fin de leur contrat. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas sur une fin de cycle comme ça sur les premiers joueurs qui avaient rejoint Arteta, je Mhm. pense notamment à Gabriel Jesus ou Zinchenko, mais ouais. voilà exactement à Zinchenko. Est-ce qu'on n'arrive pas à une petite fin de cycle? Peut-être. Est-ce que ça relance la question du fameux attaquant qui est capable de planter 30 pions par saison? Ben, ça peut aussi relancer la question. Donc non, je suis d'accord qu'il y a un problème réseau, c'est que tant qu'il n'aura pas marqué le but qui va le libérer, je pense que c'est un joueur qui va continuer de douter, douter, douter et encore douter. Bastien? Au-delà de douter, moi j'ai quand même l'impression, et quand tu as parlé de body language tout à l'heure, Louis, quand tu regardes son body language, justement, tu as l'impression que c'est limite un joueur qui est en train de se mettre à part tout seul du groupe. Parce que tout le monde est dans l'euphorie, tout le monde essaie de communiquer sur le terrain, etc. Lui, il essaye de sauver un petit peu la patrie de temps en temps et faire des petites percées, enfin en tout cas faire le boulot tout seul. Et à un moment, à la fin, il essaye de percer. Il y a Havertz Qui qui lève lève les les bras en bras, l'air, ouais. qui lève les bras en l'air tout seul en retrait. Bon, clairement, il peut lui glisser une passe fantastique et il le fait pas. Et sa réaction après derrière, ça a été de se taper sur les cuisses, même pas de. Alors, je dis pas qu'il doit s'excuser auprès de son collègue, mais au moins il doit y avoir une discussion, voilà, il doit y avoir quelque chose Oh, de il peut s'excuser, collectif oh, qui doit il a le droit de sortir. s'excuser, si, il peut s'excuser, Voilà. il Et y a pas il de... peut, il y a quelque chose de collectif. Il y a un team spirit qui doit sortir de cette action, même si elle n'a pas abouti. Mais là, lui, non, non, il préfère rester. Déjà, il fait pas le repli, il se tape sur les cuisses, il est là en train de réfléchir. Donc, je pense qu'il est même limite en train de se mettre tout seul dans sa bulle et il est dans une spirale clairement négative et il est en train de s'exclure du groupe. Donc, ça, je pense que, ouais, ça sent pas bon pour lui, quoi. Et, Et c'est- c'est pas beau à voir, hein. et Franchement. je vous rejoins vraiment tous les deux parce que Louis, tu parles du body language de Gabriel Jesus. Mm, Bastien a raison de parler du body language de ses partenaires quand il a le ballon. mm, C'est-à-dire qu'on va mm, arriver, si ça continue comme ça, je dis bien si ça continue comme ça, mm, on va arriver à un moment donné où déjà, soit on lui donnera plus le ballon, ou soit quand il aura le ballon, les autres ne feront plus l'effort parce qu'il va être dans cette phase un petit peu en mode solo. Et mm, moi, j'ai envie de lui dire que son salut passera par le collectif, comme le salut d'Avertz est passé par le collectif quand il était en souffrance en début de saison mm, dernière, quand il n'arrivait pas à trouver sa place, mm, quand il marquait pas, etc. Et qu'on a cette force-là d'avoir un collectif puissant. Et moi, je suis persuadé que tout le monde a envie de l'aider et de retrouver un Gabriel Jesus à son niveau. Et mm, en tout cas, je pense qu'il ne met pas il prend pas le bon chemin. Et si ça continue comme ça, j'annonce, moi, à mon avis, en décembre, je ne serais pas étonné qu'il soit sur la liste des transferts possibles, hein. Alors que justement, en plus, le collectif, c'était sa plus grande force auparavant, quoi. bah oui. Ouais, Quand Gabriel Jesus est arrivé au club et ses premiers mois, ses premières semaines, clairement, on disait de Gabriel Jesus que c'était un joueur qui était certes n'était pas excellent devant le but ou c'était pas un mec qui était capable de claquer 15 ou 20 buts par saison, mais qui savait faire jouer les joueurs autour de lui, quoi. Je pense que comme Martinelli ou même Saka, même Odegaard, tout ça, quand il fallait combiner avec Gabriel Jesus, bah, dans les petits espaces, c'était un régal et il savait bonifier les joueurs autour de lui. Mais là, clairement, il y a plus de plus-value à ces mouvements. Physiquement, j'ai même l'impression qu'il est devenu lent, voire même lourd. Il y a plus sa vivacité, il y a plus de tonicité, ses combinaisons ne, alors, en décembre, je sais pas si quelqu'un va toquer à la porte pour proposer aller peut-être 30 ou 40 millions pour Gabriel Jesus, mais je pense que l'été prochain, la question, tout comme Zinchenko, la question de cette fin de cycle va se poser. je suis d'accord. Merci pour vos analyses, messieurs, sur ce dossier. Autre dossier, messieurs, que j'aimerais évoquer avec vous dans la description du dernier podcast donc d'Arsenal face à Leicester, j'avais noté le retour en forme de Martinelli. Je trouve qu'il fait de nouveau un excellent match aujourd'hui. Et là, Louis, forcément, je vais t'attendre là-dessus, puisque en off, on sait, nous, au niveau de l'assaut, que
tu étais assez dur avec lui. La question est la suivante, messieurs. Peut-on parler d'un retour en forme de Martinelli? Et du coup, est-ce que lui n'a pas été aidé par le collectif? Parce qu'on a connu des prestations relativement médiocres de sa part. Je vais laisser la parole d'abord à Bastien pour te laisser la conclusion, Louis. Alors, moi je trouve que au-delà d'être porté par le collectif, Martinelli, il a retrouvé quelque chose, c'est la connexion qu'il avait avec ses partenaires proches dans le système. Dans le sens où on voit que bah, alors un 4-4-2, si on part là-dessus, on voit que cette connexion avec Trossard, on voit qu'il est complémentaire aux appels de Trossard, on voit que les ballons lui arrivent en provenance des pieds de Rice qui distribuent quand même pas mal de bons ballons, hein, on va pas se mentir. Euh, mais je trouve que c'est plus dans ça où il a retrouvé ce feeling-là un peu. Il est un peu plus connecté avec le collectif et justement il va en profiter un petit peu plus dans ce sens-là, où il joue un petit peu plus avec les autres et on le voit un peu moins prendre le ballon aux 50 mètres, faire les 50 mètres adverses, arriver à la surface, dribbler tout le monde et vouloir centrer. Je trouve que il profite un peu plus de tout ce qui est, toute la construction en amont avec le ballon et il arrive un petit peu plus haut sur le terrain avec le ballon, ce qui lui permet de se montrer un peu plus, quoi, je trouve en tout cas. Et puis sur le côté, il a gardé cette vivacité, cette capacité de dribble qui casse pas mal de reins en fait à des défenseurs, on va pas se mentir, hein, Il encore ce avait quand soir, hein. même, il avait quand même Hakimi en face de lui, quoi. Faut quand même le souligner. Oui, C'est non, pas, mais c'est... Hakimi, c'est pas un peintre, hein, voilà. non, non, et puis c'est pas le plus lent. En plus. Mon cher ami Louis. Alors, pour répondre à ta première question, est-ce que c'est un retour en forme de Martinelli? Je ne sais pas. Peut-être, je l'espère en tout cas. On va voir s'il arrive à enchaîner, mais oui, je suis plutôt d'accord avec Bastien, c'est on retrouve enfin Martinelli dans les circuits de passe, on le retrouve enfin dans les bonnes zones, et surtout là où j'étais dur avec Martinelli, c'est dans les prises de décision. Où la semaine dernière contre Leicester, ces prises de décision ont été excellentes. Même contre City, où il fait une passe décisive sur un centre en retrait, il y a encore quelques semaines, il aurait envoyé un pointard au-dessus du but, quoi, tu vois. Donc, Sûr? Martinelli, c'est un joueur qui joue énormément la tête baissée. Le problème de ces dernières semaines, c'est qu'il jouait la tête baissée et il prenait les décisions tête baissée. Là, on sent un joueur qui, effectivement, avec ses qualités, qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, beaucoup de vitesse, avec la tête baissée, un peu comme un bulldozer. C'est un peu son style de jeu, mais il arrive à enfin relever la tête et à prendre la bonne décision. Après, effectivement, ça a toujours été un bon joueur dans tout ce qui est activité, notamment activité défensive. Ouais. C'est avec toi, Raoul, je crois qu'on disait sur le podcast de fin de saison que Martinelli, en tant que piston ou dans une défense à 5, je pense que ça pourrait être un excellent joueur parce que son activité défensive est très bonne. Mais j'espère en tout cas qu'il va continuer sur cette lancée-là de cette dernière semaine, qu'il va enfin débloquer son compteur de stats, parce que là, du coup, ça lui fait quoi? Ça fait un but, deux passes décisives, je crois, quelque chose comme ça sur la Ouais. saison. Donc bon, on attend forcément encore un peu plus, mais après ce genre de méforme, on va dire, c'est normal pour un joueur qui reste encore jeune, ça faut pas l'oublier non plus. Donc non, je suis plutôt content s'il arrive à enchaîner. Parfait. Merci beaucoup, Louis. Euh, Dernier sujet, messieurs, avant vos tops et vos flops et avant de conclure ce débrief, j'aimerais qu'on revienne sur l'activité de Declan Rice et sa position un peu plus reculée. Euh, j'ai toujours dit que pour moi, Rice était un 6 et pas un 8. Même si Partey était un peu plus bas, mais Rice en position basse, il a une activité. Et là, dans le match qu'il a livré aujourd'hui, j'ai retrouvé le Declan Rice du début de saison de l'année dernière, où en fait, il était la sentinelle, il courait à gauche, à droite, il comblait les trous. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça? Alors, est-ce que je m'enflamme? Est-ce que vous partagez mon analyse ou pas? Mon avis plutôt, pardon. Je sais pas. Qui se lance? Allez-y, messieurs. Parlons de Declan Rice. Bah,
déjà, quand on voit les adversaires directs, enfin l'adversaire direct qu'il avait, on va dire que dans sa zone, il y avait un petit peu plus Zahir Emery, on l'a pas forcément beaucoup vu. Donc déjà, ça en dit long. Après, c'est vrai que moi, je le préfère aussi en position plus de récupérateur. Et ce soir, je trouve qu'il a fait tout le travail de l'ombre au final. Tout le travail de l'ombre. Et il a abattu, je pense que ses stats du nombre de kilomètres courus, parce que je pense qu'il c'est l'un, c'est le joueur qui a quasiment le plus couru, je pense, au milieu de terrain. Euh, mais après, oui. Je trouve que c'est là où il s'épanouit le plus et là où il sert le plus le collectif. Voilà, moi Mm. c'est ça que je retiens, dans le sens où il récupère quelquefois très très haut, hein, mine de rien, parce qu'il va se servir du pressing déjà de la ligne de devant, et puis lui il va arriver en second couteau, et avec les qualités qu'il a, c'est super facile pour lui de récupérer le ballon et de se projeter tout de suite. C'est là où je trouve qu'il a il a une grosse plus-value. C'est que d'une, il récupère. De deux, il relance très très vite. Donc si on fait ça en haut du terrain, ça fait mouche tout de suite. Et c'est là où, moi personnellement, je l'aime aussi. Ok, nickel. Louis, un Ouais, avis? moi c'est un peu pareil. Oui, alors Rice fait un très bon match. Surtout qu'il fait quand même pas un excellent quand même début de saison. Enfin, un début de saison quand même qui est plutôt moyen par rapport au standard habituel dont on attend de lui. Mais oui, on a retrouvé un Rice beaucoup plus bas et je pense que c'est un rôle qui est beaucoup plus pertinent quand on a la volonté de laisser un Mm. peu plus le ballon à l'adversaire. Je pense que Rice 8 est pertinent quand on a la volonté d'asphyxier l'adversaire. Tandis que le reste numéro 6 récupérateur, on l'a vu ce soir comme contre Paris où on a laissé un peu plus le ballon. Je pense que là, c'est vraiment un rôle qui colle beaucoup plus à ses qualités. Donc très content de ce match et forcément l'activité qu'il a sur le terrain, notamment l'activité défensive, c'est toujours un apport qui est hyper important à l'équipe. Oh, que dire de plus? Magnifique. Messieurs, les traditionnels flop et top. Alors, ouais, bon, des fois, on n'est pas obligé de mettre des flops, hein, je sais pas. Bastien, tes flops. Et je vais tirer dessus, mais moi, il y a Gabriel Jesus. Parce Ouais. qu'on voit que le joueur a la tête dans le seau et ça fait mal au cœur, mais c'est la réalité, il a la tête dans le seau et il est en train de s'isoler. Et clairement Donnarumma, parce que bon, il fait pas partie de l'équipe, hein, mais Oui, mais Donnarumma, tu peux. enfin, on lui envoie des fleurs tout le temps et il plombe toujours son équipe, on dit toujours rien, donc moi je suis désolé, il fait partie des flops. Et puis les tops, où Oh, on va on d'abord en faire a les pas. flops avec Louis et Allez. puis on reviendra sur les tops. Les flops, très bonne question. Je vais essayer d'innover un petit peu. Je vais dire les 15 dernières minutes de Calafiori qui ont été un peu plus compliquées. Je pense physiquement, il a fait une bonne première mi-temps. Il découvre encore un peu son poste d'arrière gauche. On le voit parfois dans les combinaisons ou même dans les projections vers l'avant. Parfois, c'est un peu brouillon. Et je trouve qu'il a quand même pas mal souffert sur les 15-20 dernières minutes. Alors peut-être physiquement, peut-être tactiquement, où il cherche encore un peu sa place. Mais oui, les 15 dernières minutes de Calafiori étaient un peu plus compliquées. Sinon, après, en flop, allez, peut-être aller Donnarumma aussi. Comme ça, on boucle la boucle. Parfait. Tu Et enchaînes toi, avec tes... Raoul? Moi, mes tops, Paris. Voilà, pour faire simple. Parce que, alors, du coup, je suis content qu'il n'ait pas été à un niveau qui pouvait être... que les Parisiens n'aient pas été à un niveau qui pouvait être le leur dans les années précédentes. Mais j'ai trouvé Paris très en difficulté et franchement, pour terminer dans les 8 premiers en jouant comme ça, Mm. euh, bon chance, comme on dit. Mais voilà, après, clairement, sur un match comme ça, alors oui, on pourrait mettre l'entrée de Gabriel Jesus, mais ouais, c'est un soir de Ligue des Champions, on prend les 3 points. J'ai pas forcément, vu qu'on a fait un dossier Gabriel Jesus, j'ai pas forcément envie de le pointer du doigt. Louis, tu enchaînes avec tes tops? Les tops, je vais dire globalement la maîtrise du match, aussi bien de la part de l'équipe que d'Arteta. Je pense que c'était aussi important dans un match de Ligue des Champions, montrer qu'on était capable vraiment de gérer positivement un match face à un adversaire comme coriace. Il faut dire que Paris, c'est quand même 10 ans de Ligue des Champions, donc il y a quand même une certaine expérience dans la compétition. Donc on a su gérer
entre guillemets un mastodonte de la compétition. Alors mastodonte pas forcément en termes de titre, mais en termes de L'historique, ouais, de voilà, en termes régularité, ouais. d'historique. Donc je trouve qu'on a bien su gérer ça positivement, donc ça c'est plutôt cool. Après, bah, vous voulez faire un petit focus quand même sur Havertz qui a été excellent tout le long du match. Ça, je trouve que c'est vraiment un gros point. D'ailleurs, je crois qu'il a pris le Homme du trophée match, hein. ouais, d'homme Trophée du d'homme match du match, ouais, ouais. exactement, pleinement mérité. Et après, bah, comme d'habitude, notre back four et aussi plus particulièrement Timber aussi sur la première mi-temps qui était sur Barcola qui a rien laissé à Barcola, mais vraiment rien. Je commence à m'inquiéter, on va dire entre guillemets pour Ben Pour White, White, ouais. ouais, parce que si Timber continue comme ça, la concurrence va être vite pliée, parce que Timber ajoute quand même beaucoup de verticalité au rôle d'arrière droit, et je trouve que ça bonifie en plus beaucoup plus Saka dans sa façon de jouer, dans sa façon d'attaquer. On l'a vu contre Leicester et contre ce soir Paris. Ça sera intéressant de comparer le nombre de ballons touchés ou même d'occasions créées. Donc je trouve que Timber, et c'est vraiment une excellente recrue, un excellent joueur et pourvu qu'il reste fit. Ça va être Mhm, crucial. bien sûr. Mm. Bastien, t'es top? Et moi, je vais en prendre un dont on n'a pas encore évoqué le nom, sauf là à l'instant avec Louis, Saliba. Parce que clairement, le boulot qu'il fait derrière The Rock, le gars, il nous a toujours pas encore montré quelques petites faiblesses, hein. Même en Ligue des Champions, le gars, régularité à fond. Et puis, et puis Havertz qui pour moi, il nous a encore montré d'autres choses encore ce soir, de ce qu'il pouvait faire, notamment caler encore un peu plus là-haut, faire le rôle de pivot. Et puis aussi, quand il a le ballon au pied, de créer et de proposer d'autres ouais, d'autres animations avec ses compères autour de lui. Donc voilà, mais les deux tops de la soirée. Ok. Bah, du coup, moi, les miens, dans l'ordre, ça sera Saliba, Rice et Havertz. Bon, je pense qu'il faut pas, il n'y a pas besoin de tout expliquer non plus. Je vais reprendre vos arguments. Voilà, Havertz, c'est Mm. largement mérité. Rice, en fait, il est jamais très mauvais, mais quand il a ce rayonnement, ça fait quand même vraiment, vraiment du bien. Et Saliba, parce que oui, effectivement, Timber n'a pas laissé grand-chose à Barcola. Mais Mm. quand Barcola prenait le peu que Timber laissait, ouais, Saliba, il était là et c'était fini pour lui. Messieurs, on arrive à la fin de ce débrief. Avant de vous remercier, très rapidement, on rejoue samedi à l'Emirates contre Southampton avant une nouvelle trêve internationale. Je pense qu'on va tous signer une pétition pour que nos joueurs ne partent pas en trêve Oh. internationale. Ah oui, aucun ne doit partir. Et il faut qu'ils soient tous blessés, qu'ils aient tous le Covid pendant cette trêve-là, mais il faut qu'on puisse retrouver à la reprise en déplacement à Bournemouth l'effectif au complet, espérer le retour à ce moment-là de notre capitaine Ødegaard parce que ça va nous faire aussi du bien et je pense que Arteta il va avoir plein de choix à faire et c'est super intéressant parce qu'une fois qu'on aura l'effectif au complet, c'est là où on verra vraiment quels sont les joueurs forts du 11 de départ, notamment côté gauche, est-ce qu'il va privilégier Trossard ou Martinelli? Est-ce que Merino est-ce qu'on va voir un milieu de terrain Rice, Merino, Odegaard ou est-ce que Partey va encore rentrer dedans? On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est le dernier match samedi à 16h. Il faut une victoire, il faut qu'on continue à engranger des points parce que mine de rien, on parle de City et d'Arsenal, mais il y a d'autres équipes qui sont devant nous pour l'instant au classement. Donc il faut pas faiblir. Et j'en viens à vous remercier, messieurs, d'avoir pris le temps. Il faut le dire qu'il est minuit 10 déjà, d'avoir pris le temps de faire ce débrief avec moi. À vous remercier pour la qualité de vos analyses. Vous souhaitez déjà une bonne nuit, je pense que soirée c'est un petit peu mort. Invitez nos auditeurs, toujours pareil, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, X ou Instagram, d'aller voir le dernier article qui vient de sortir sur les notes de nos joueurs sur le site arsenalfrenchclub.com.
com et bien entendu le petit coup de pouce au podcast. Si vous aimez nous entendre, si vous aimez nos débriefs, si vous aimez nos blagues parfois, n'hésitez pas à mettre un petit plus pour être notifié lors de sortie de nouveaux podcasts. Euh, Louis, t'as pas l'habitude, mais traditionnellement maintenant, on embrasse la tata de Richard. Très important. Il faut toujours Eh embrasser la ben, tata de Richard. on embrasse la Et tata de Richard alors. exactement. Et je souhaite d'ores et déjà un bon retour à Méchad qui a 16 heures de vol pour rentrer. Je voulais faire un podcast de 16 heures pour l'occuper dans l'avion, mais j'en ai pas la force, vraiment pas. Donc Méchad devrait être probablement de retour avec nous dès samedi. J'avais parlé du petit 10 km de Rouen que Richard a fait et on lui souhaitait plein de bonnes choses. Il l'a éclaté en 1 heure, 1 minute pour quelqu'un qui a pris le sport il n'y a pas très très longtemps. Bravo à lui. Bientôt, il sera dans le milieu de terrain type d'Arsenal, j'en suis sûr. Et puis, voilà, vous remerciez, vous embrassez tous, vous souhaitez une bonne nuit et à très bientôt. À bientôt. Salut! Ciao, ciao.